S'il vous plaît, mademoiselle, merci. Avec les chips. Santé Mario, ouais. Je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu. You cannot be serious. Il est espagnol, Rafael Nadal. Hello à tous et bienvenue pour ce 48e épisode. On se retrouve chaque mardi pour vous faire entrer dans les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide de parcours inspirants et d'histoires croustillantes. Alerte, épisode de légende pour cette deuxième partie avec Thierry Tulane qui se livre comme jamais et nous régale avec beaucoup de sincérité et d'émotion sur son vécu d'entraîneur. Vous allez le découvrir, l'échange est très riche, c'est un bonheur. On parle de la mort intérieure vécue au moment de prendre sa retraite pour un sportif de haut niveau. On enchaîne sur un débat entre coach indépendant versus coach fédéral en termes d'efficacité, d'obligation de résultat, de pression, mais aussi d'insécurité dans son travail. Thierry nous livre ce qui est selon lui le combo parfait entre ces deux situations. Tutu revient pour nous sur son expérience en tant qu'entraîneur de l'équipe de France de Coupe Davis, puis on évoque leur collaboration presque fusionnelle de 7 ans avec Gilles Simon. Notre invité nous explique le type de relation qu'il crée avec ses poulains et Dieu sait qu'il a eu du lourd entre les mains. Grosjean 4e mondial, Gilles Simon donc 6e, Rodolphe Gilbert, Julien Varlet entre autres, Gasquet et Corentin Moutet plus récemment, et actuellement le vainqueur de l'Open d'Australie 2020, Harold Mayot, qui se remet d'une vilaine chute à vélo. On parle prépa mentale, gestion des réseaux sociaux et de l'influx nerveux des pépites que Tulane peut coacher, car ils sont évidemment plus sollicités que le commun des mortels. Je vous invite vivement à aller jusqu'au bout de cet entretien, puisque lors des questions de fin, on découvre la vision de la vie de Thierry qui est très inspirante, c'est un régal à découvrir. Assez de suspense, place à ce 48e épisode avec Thierry Tulane. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Pour passer sur ta carrière de coach, comment ça s'est dessiné ? Combien de temps tu as eu besoin pour digérer, on va dire, la fin de ta carrière de joueur qui a été un peu brutale à cause de la blessure ? Et finalement, quel a été ton cheminement ? Alors moi, ça a été très très soudain parce qu'en fait, ma carrière elle s'est arrêtée comme ça. C'était lors d'une préparation d'un match de Coupe Davis. C'était juste après le tournoi de Roland-Garros. J'avais mal à la hanche et le docteur de l'équipe de France m'a fait passer une radio. Et le radiologue, il voulait pas croire que c'était ma radio. Il a dit à son assistante 3 fois, mais ramenez-moi les radios de Monsieur Tulane. C'est les radios d'un vieux monsieur que vous me montrez là. Et moi, j'avais 26 ans et demi à l'époque. Et donc, je suis sorti de cet entretien et j'ai ramené les radios à mon docteur de l'équipe de France. Et il m'a dit, Thierry, il va falloir envisager l'arrêt de ta carrière parce que t'as plus du tout de cartilage. Donc, ça a été aussi soudain que ça. Donc, moi, j'étais encore assez bien classé. Je devais être 30e à cette époque. Je devais faire un 8e de finale Roland-Garros et j'étais en équipe de France. Donc, j'ai essayé d'envisager de m'entraîner un peu moins, de faire des soins, etc. Mais très, très, très rapidement, on a compris que c'était voué, il n'y avait pas de solution. Donc, à ce moment-là, il y a Guillaume Raoux qui commençait sa carrière à l'époque, qui arrivait sur le circuit, jeune joueur, qui m'a proposé de l'entraîner. Il n'avait pas de coach parce qu'il avait entendu dire que moi, j'allais arrêter. Et donc, en fait, j'ai fait 6 mois joueur-entraîneur. Et puis, j'ai décidé d'arrêter un dernier match, je me rappelle à Genève, au tournoi de Genève, mon dernier match de ma carrière. Et donc, je suis parti sur le circuit avec lui. Donc, j'ai enchaîné. J'ai enchaîné ma carrière de joueur avec ma carrière d'entraîneur. J'ai fondé un team avec à l'époque Raoux, Simian, Gilbert et Florian, donc 4 joueurs qui étaient certains des meilleurs joueurs français de l'époque. Et puis, au bout de la 2e année de coaching, j'ai été engagé par la fédération pour devenir entraîneur national, ce que je suis encore aujourd'hui. Au début, j'ai coaché sur le circuit sans diplôme. Et j'ai passé mes diplômes en même temps que j'entraînais ces joueurs-là pour rentrer à la fédération après. Ça n'a pas été trop dur pour toi de vivre un peu par procuration ce sentiment de victoire-défaite ? Ça a été super dur. C'était même, j'ai pas de mots pour expliquer à quel point c'était dur d'accepter. C'est vraiment comme une petite mort. Certains athlètes disent ça, mais c'est la réalité. Lorsqu'on rêve de devenir un champion dans son sport et que moi mon rêve c'était de gagner Roland-Garros et que ce rêve-là, lorsqu'on arrête, on sait qu'on l'atteindra jamais. C'est super dur. C'est dur de le décrire, mais c'est vraiment très très dur. Et en fait, le fait d'être bien entouré, le fait d'avoir eu la chance de continuer avec un métier qui ressemblait beaucoup au métier de joueur de tennis professionnel, coacher des joueurs de tennis professionnels, former des joueurs de tennis professionnels, c'était et de commencer presque à zéro dans ce métier-là, parce que ça n'a rien à voir de jouer et de coacher.
Donc de repartir avec beaucoup de choses à apprendre, en passant mes diplômes, en se formant. Donc j'ai été occupé tout le temps pour passer cette période qui était difficile. C'est même difficile, je pense que physiologiquement, le fait de faire 6 heures de sport par jour à plus en faire au début, parce que au début, je pouvais plus courir, je pouvais même plus faire de vélo. Après, je me suis fait opérer, donc ça a été vraiment comme une renaissance, le fait de pouvoir refaire du sport comme je voulais après l'opération. Mais physiologiquement, le fait d'arrêter de faire du sport, alors qu'on en a fait 6 heures par jour depuis que j'ai 12 ans, ça fait grandir, ça fait progresser humainement. Et c'est un métier qui est super enrichissant lorsqu'on est joueur de tennis, on développe des gros défauts pour un être humain. On développe l'égocentrisme, on développe de l'égoïsme, et ça rend pas forcément son entourage très heureux. Et nous non plus, on a du mal à s'épanouir en tant qu'homme lorsqu'on a été joueur de tennis. Donc ça demande un travail, et le fait d'être coach, d'être enseignant, ça aide à se remettre en cause, à rediminuer son ego pour le mettre à la bonne place et de devenir tout simplement plus heureux. Quel regard tu portes aujourd'hui? Tu disais que tu étais coach fédéral depuis un bon paquet d'années. Depuis 1992. 92. Quel regard tu portes sur la différence entre un coach fédéral et un coach indépendant, où voilà, il y a eu quelques débats ces dernières années disant que un coach indépendant avait quelque part une sellette au-dessus de sa tête, dès l'instant où les résultats sont moins bons, il est éjecté, du coup plus de pression, du coup plus d'obligations de résultats, versus un coach fédéral qui est peut-être un peu plus installé. C'est quoi ta vision des choses là-dessus? Tu l'as dit, hein, c'est le fait d'être entraîneur national, donc de ne pas être payé par le joueur et d'être payé par la fédération, même si le joueur, lorsqu'il devient bon, il paye la fédération pour avoir les services d'un entraîneur national. Ça nous aide à être beaucoup plus juste, et parfois on doit être dur avec le joueur. C'est notre rôle de recadrer, de mettre un cadre assez rigide au départ et de tenir ce cadre. Donc pour tenir ce cadre, il faut parfois sanctionner, et c'est très très compliqué d'avoir comme patron un jeune de 18 ans ou de 17 ans qui nous paye directement. Donc c'est lui qui nous paye notre salaire, qui nous paye notre voyage, qui nous paye nos repas. Un jeune comme ça qui devient riche et célèbre et qui te paye, il a besoin qu'on l'aide à garder la tête sur les épaules. Et lorsqu'il nous paye directement, c'est plus difficile pour lui et c'est plus difficile pour nous, parce que moi j'ai la chance d'avoir de pouvoir voir venir, d'avoir été joueur de tennis avant, mais il y a beaucoup de coachs qui doivent garder leur travail, qui ont du mal à en retrouver s'ils perdent leur travail, et donc ceux-là ils ont plus de difficultés, et c'est souvent eux qui sont dans l'obligation d'être un peu indulgents avec leurs joueurs, et donc voilà, donc ça donne cette espèce de confort et de force, le fait de pas être payé directement par le joueur lorsqu'on est entraîneur national. En revanche, lorsqu'on est salarié, comme je le suis, on est sûr d'être payé à la fin du mois, et donc on peut avoir tendance à s'endormir, à ne pas être aussi exigeant, à ne pas être aussi en demande de résultats, alors que lorsqu'on est au contraire dans le privé, pour garder son travail, en fait, il y a le seul moyen et le meilleur moyen, c'est d'avoir des résultats, que son joueur gagne des matchs. Et on n'a pas ça lorsqu'on est entraîneur national, un petit peu parce qu'il y a des entraîneurs qui, lorsqu'ils n'ont pas de résultats, qui sont licenciés, même des entraîneurs de la fédération. Mais on a plus cette sécurité. Mais moi, mon avis de Thierry Tulane, c'est que lorsqu'on a cette passion du tennis en soi, cette ambition et donc cette exigence, quel que soit mon mode de rémunération, mon moteur, c'est la progression du joueur, c'est les résultats. Quand ça gagne, je dors bien, et quand ça perd, je me remets en cause, je réfléchis, je suis pas heureux. Pour moi, ça n'a pas beaucoup d'incidence d'être entraîneur national. Alors aussi le bénéfice d'être entraîneur national, c'est de travailler en équipe. Ça aussi, pour moi, c'est très important pour toujours essayer de progresser, de trouver des solutions, faire évoluer un système aussi, le système de la formation du tennis français. On fait partie d'une équipe, on réfléchit ensemble, on se serre les coudes quand c'est difficile aussi. Et puis de travailler, pour moi, en tous les cas, pour moi, travailler pour la fédération. Et moi, j'ai été formé par la fédération. Je le disais, quand j'étais jeune, j'étais invité à être à l'INSEP. Après, j'ai eu des coachs de la fédération. De redonner ce que j'ai reçu et de pouvoir amener ma pierre à l'édifice pour le tennis français. J'aurais du mal à coacher un étranger, par exemple. Même si j'aime le tennis, même si c'est vraiment quelque chose qui m'anime de faire progresser le tennis français
les joueurs français. Juste petite parenthèse, l'ATP verse une retraite quand tu été dans le top 100 X autant, non, c'est pas ça? Je reçois une retraite de l'ATP à partir de l'âge de 49 ans. Tu commences à recevoir une rente suivant en fait le nombre d'années que tu as passé sur le circuit dans les 100 premiers. Donc toi, tu as été 10 ans dans les 10 ans, c'est pas ça? donc j'ai une retraite qui est sympa en plus de mon salaire. Oui. Si vous voulez nous aider à développer le podcast, vous pouvez le faire très simplement en nous mettant 5 étoiles sur iTunes et un avis sympa, ou un commentaire sur YouTube aussi, ainsi qu'un like tout de suite. Ça permet d'améliorer le référencement et c'est un grand plaisir de vous lire. Sachez que vous avez accès à 2 formations gratuites en description de l'épisode. Une première pour savoir ce que la stat dit de votre jeu, c'est 1h14 de contenu offert avec le statisticien Fabrice Barrault, qui travaille pour Gilles Servara, Fred Fontan et autres Nico Mahut. Et la seconde ressource offerte regroupe 14 conseils du prépa mental Jean-Philippe Vaillant, qui a coaché 12 top 100. Ça va enfin vous permettre de jouer plus relâché sur un court de tennis. Vous allez voir, c'est un régal. Allez, on y retourne. Tu as entraîné l'équipe de France victorieuse de la Coupe Davis en 2001, c'est bien ça, avec Forget. Donc voilà, tu étais coach. Quel souvenir ou anecdote marquante tu gardes de cette campagne? J'ai failli être invaincu parce que j'étais l'entraîneur de l'équipe de France en 2001 et en 2002. Et en 2002, on a eu des balles de match pour gagner 2 années de suite la Coupe Davis. On a perdu contre les Russes en finale à Bercy. C'était Paul-Henri Mathieu contre Youzhny. J'ai failli faire 8 matchs, 8 rencontres, 8 victoires en tant qu'entraîneur. Ça aurait été beau. Mais bon, ça fait partie vraiment, ça fait 30 ans que je coach. Et cette fonction d'entraîneur de l'équipe de France, c'est vraiment, je le mets tout en haut de mes grands moments de coach. C'est vraiment incroyable. Pour moi, l'équipe de France de Coupe Davis, je te l'ai dit en tant que joueur, mais en tant que coach, c'est pareil. Hein, c'est vraiment une aventure. C'est une fierté, on porte le survêt de l'équipe de France, il y a la Marseillaise, on sent qu'on a beaucoup de responsabilités. C'était fantastique et en plus de le partager avec Guy Forget, qui est un de mes meilleurs amis, qui est le parrain de mon fils, c'est des souvenirs fabuleux pour moi. Après, les anecdotes, il y en a plein. Le plus beau moment, c'est cette fête à Melbourne, une fois qu'on a gagné, le soir, là, c'était incroyable. On a se lâché prise tous ensemble en équipe. C'était fantastique. Quel bonheur. J'avais 12 ans lorsque on perd contre la Russie à Bercy. J'étais avec mon père et je peux te dire que putain, j'ai versé quelques larmes. Ouais, dommage. Paul-Henri, c'est le premier pas en Coupe Davis de rentrer comme ça directement sur une finale. C'était peut-être ça le mauvais choix. On aurait dû faire jouer peut-être Santoro à la place de Paul-Henri. Tu as ensuite entraîné Julien Varlet, Grosjean, Paul-Henri Mathieu justement, Rodolphe Gilbert et Gilles Simon de 2004 à 2012. 2012, alors attends, j'ai 22 ans du coup au moment où vous vous séparez. Et je sais pas pourquoi, si je sais pourquoi. Gilles en fait c'était un peu mon joueur préféré de l'époque parce qu'il avait ce gabarit qui, il est grand, il est longiligne, mais c'est pas le gars qui va te sortir des coups d'éclat, des coups gagnants dans tous les sens. Et je m'identifiais pas mal à son style de jeu. Et le fait que tu l'aies coaché autant de temps, le fait que vous vous sépariez, c'est fou, hein, mais quand tu suis le tennis professionnel, tu as l'impression de vivre un peu avec les joueurs et leurs coachs. Et ça m'a fait un truc, ça m'a vraiment, tu vois, j'ai versé une petite larme aussi. Et moi, j'aurais aimé savoir quel était ton plus grand souvenir en tant que coach sur le circuit, indépendamment de la Coupe Davis. Alors ouais, tu parles de cette relation avec Gilles. Avec Gilles, on a construit une relation qui était exceptionnelle. On a vraiment beaucoup partagé des bons moments, des moments plus durs, des réflexions, et surtout on a été performants tous les deux. Donc ça c'est vraiment exceptionnel. Lorsqu'on a arrêté, c'était dur. Hein. Moi aussi et lui aussi a versé. C'était dur. C'était dur. On est resté très très proches, mais le fait d'arrêter de travailler ensemble, c'était comme quelque chose de super qui se cassait. Donc voilà, ça fait partie de la vie, hein, c'est comme ça. Mais bon, j'ai passé 7 ans avec lui, incroyable. C'est ce que je souhaite à tous les coachs de vivre, de prendre un joueur jeune et puis d'arriver comme ça jusqu'au Masters, à battre Nadal, Federer, Djokovic. Il les a tous battus dans des grands tournois. Donc peut-être ce qui m'a marqué dans tous les grands joueurs que j'ai coaché Grosjean aussi, je t'ai dit, il était 4e mondial, il a fait finale au Masters, gagné Bercy et demi-finale à Wimbledon. Et ce qui me marque, c'est les victoires en tournoi. Ça, c'était exceptionnel. Gilles, avec moi, il en a gagné 10.
Mais bon, ce qui reste, moi, ce qui reste le plus fort, c'est ce Masters, lorsqu'il a battu Federer au Masters et qui se qualifie pour les demi-finales contre Djokovic. Là, il arrive 6e mondial. Quand on sait d'où on est parti, des tournois futurs, des challengers, et puis d'arriver au Masters, là, c'est génial. C'est ce long parcours. Ce qui est intéressant lorsqu'on coach un joueur, c'est de le prendre jeune, d'essayer de le faire progresser et puis d'arriver à à exploiter son potentiel maximum. Et ça, c'est ce qui est arrivé avec Gilles. Donc, c'est vraiment génial. Aucun regret. On a le sentiment d'avoir vraiment fait tout ce qu'on a pu. Et surtout, ce partage, en fait, c'est vraiment une aventure humaine avant tout. C'est ce qui me motive et ce qui me donne envie de continuer aujourd'hui. Et là, une nouvelle aventure a commencé pour moi il y a 1 an et demi avec ce jeune Harold Maillot qui, pareil, on a réussi petit à petit à construire une relation qui est très forte, une relation de confiance, cette envie de partage, et puis avec beaucoup de progrès assez vite. Et voilà, on est tous les deux super motivés et super contents d'être dans cette aventure. Et juste avant d'arriver à votre expérience avec Harold, quel est le lien que tu tisses avec ces mecs que je citais juste avant, du coup, Varley, Grosjean, Polo, Rodolphe Gilbert, Gilles? Est-ce que c'est un genre de lien qui va au-delà du pro, c'est-à-dire que tu deviens un ami, voire même une sorte de membre de la famille sur lequel on peut compter? Complètement, c'est ça. Alors, plus ou moins, suivant les personnalités, suivant la manière dont ça s'est arrêté aussi, parce que lorsqu'on s'arrête, parfois c'est une rupture, parfois c'est pour une raison qui est extra-tennis. C'est arrivé, parfois c'est le sentiment d'être arrivé au bout de quelque chose et le joueur ou le coach a envie de démarrer une nouvelle aventure avec quelqu'un d'autre. Donc c'est ça aussi, mais 9 fois sur 10, les joueurs que j'ai entraînés sont restés des amis et restent des amis et on continue à partager humainement. C'est cette amitié. J'ai souvent et j'ai quasiment tout le temps passé plus de temps avec les joueurs que j'ai coachés qu'avec ma propre famille. Donc heureusement que cette aventure humaine est forte. En 2013, tu accompagnes des jeunes, Laurent Locoli, Kelvin Emery, en 2014 Enzo Couaco en plus sur la structure fédérale du coup. Est-ce que ton rôle de père t'aide à les comprendre, à mieux leur parler et à faire passer tes messages? Ah oui, sans hésitation, oui. Le fait d'avoir des enfants, des garçons surtout, et qui ont traversé l'adolescence, le mode de communication et la relation qu'on peut avoir avec des jeunes est complètement différente de ma génération lorsque j'étais jeune. Aujourd'hui, il n'y a plus cette espèce de respect automatique qu'on a vis-à-vis de son enseignant ou de son entraîneur. Et les jeunes sont beaucoup plus matures, ont toutes les informations avec Internet. Leur lien avec les réseaux sociaux aussi est à prendre en compte. Donc, le fait d'avoir des enfants et de les voir fonctionner et de fonctionner avec eux, ça m'aide énormément pour plein de choses et notamment pour communiquer avec eux. Ces jeunes que tu as accompagnés, alors attends, elle était où ma question? Voilà, qu'est-ce que tu penses qui manque à ces jeunes joueurs justement pour s'installer vraiment parmi les meilleurs? Sans parler de Harold actuellement, mais de Laurent Locoli, Kelvin Emery et Enzo Couaco que tu as pu accompagner. Il leur manque un petit peu de tout, des qualités physiques. Certains se sont blessés beaucoup. Pour d'autres, c'est des qualités mentales, la maîtrise des émotions, cette envie démesurée de devenir fort, donc de travailler tous les jours super dur, de se relever de défaites difficiles à encaisser. Et pour d'autres, c'est des qualités techniques qu'ils n'ont pas réussi à développer. Mais souvent, les 3 choses, elles sont liées, hein. Le physique, le mental et la technique. Ce sont des choses qui, si on a des lacunes mentales, on a du mal à avoir le courage, par exemple, de changer un coup, de changer une prise de raquette ou de faire évoluer une technique, parce on va être un petit peu craintif. Si on a manque de robustesse physique, on va forcément avoir des moments, 2 mois, 3 mois d'arrêt qui vont jouer sur la confiance. Voilà, donc tout est lié. Faut être fort dans les 3 domaines. Donc, ce qu'il a manqué à ces 3 joueurs que tu as cité, et ce qui leur manque encore aujourd'hui, c'est cette capacité à améliorer ces 3 domaines, le physique, le mental et la technique. Aujourd'hui, justement, tu es avec Harold Maillot, là, qui vient de gagner l'Australian Open Junior. Comment vous êtes venus à bosser ensemble? Lorsque j'ai arrêté avec Corentin Moutet, un jeune joueur qui est aussi très prometteur, j'étais libre. Moi, je me suis retrouvé libre de joueur. Donc, la fédération allait me confier un nouveau projet. Alors que j'entraînais Richard Gasquet, c'était Richard Gasquet que j'entraînais à l'époque. Richard, en fait, souhaitait continuer avec moi, mais seulement sur 20 semaines. Donc, la fédération estimait que pour m'exploiter le mieux possible, il fallait
fallait mieux me confier un projet, le projet d'un jeune joueur. Et Harold Maillot venait de terminer son parcours à Poitiers en sport-études et arrivé au CNE, au Centre national d'entraînement. Il a émis l'envie de travailler avec moi, mais même si ce sont pas les joueurs qui décident, mais on tient compte de la vie des joueurs. Donc il a senti qu'en fait ça pourrait être, il avait envie de travailler avec moi, donc il a demandé au directeur technique national si c'était possible de travailler avec moi. Moi j'ai senti que c'était aussi nos caractères pouvaient correspondre et puis surtout son potentiel m'intéressait vraiment beaucoup. Et donc on a commencé ensemble au moment de l'US Open 2018 pardon. T'as des intuitions quand tu commences une collaboration avec un joueur? Oui, parfois fausse intuition, parfois bonne, souvent bonne. Ce qui me séduit chez un joueur, c'est son envie de réussir. En numéro 1, c'est son envie de réussir. En numéro 1 ex aequo, je mets le respect. Le respect de la relation, le respect du coach, le respect du métier, le respect des institutions aussi. Le respect, pour moi, c'est très, très important. Donc, un joueur qui manque de respect, ça va être compliqué pour moi. Je vais mettre en place un cadre pour développer ce respect, mais lorsque ça avance pas vite dans ce domaine, sans le respect, j'ai du mal à fonctionner. Donc voilà, quand il y a de l'envie et du respect, et puis en plus, s'il y a du potentiel, pour moi, c'est vraiment l'idéal et je fonce. Et quelle a été ta situation la plus chaude à gérer en tant que coach? J'en ai eu plusieurs, mais c'est pas quelque chose qu'on a envie de dévoiler. Lorsque ça se passe mal avec un joueur et qu'on est très loin de la France et qu'on sent que il faut arrêter, c'est compliqué parce qu'on est au bout du monde et on sent qu'il y a des choses que moi je peux pas laisser passer. Du coup, faire une rupture quand on est loin, ça a été dur à gérer. Et est-ce que ta manière de coacher a évolué? Et si oui, qu'est-ce que tu as changé pour peut-être te moderniser ou j'en sais rien, faire bonifier ton coaching? Je modifie tous les jours, j'essaie de m'améliorer, de m'inspirer de ce que font les autres qui marchent. Tout a changé, tout évolue très rapidement, que ce soit dans le domaine de la préparation physique, les volumes d'entraînement, la programmation, la technique pas trop. La technique a pas tellement évolué. En tant que coach, je pense que là où j'ai progressé, en tous les cas évolué, c'est dans ma capacité à être patient et à aller au rythme du joueur. Lorsque je suis arrivé, lorsque j'ai commencé, en fait, pour moi, tout me semblait facile, notamment dans tout ce qui était envie, attitude, tout le domaine du mental. Pour moi, ça me paraissait évident à partir du moment où on avait envie de réussir, d'être calme sur un cours, ça me paraissait pas si dur que ça. De travailler beaucoup, ça me paraissait pas si dur que ça. Et en fait, j'ai compris au fur et à mesure que il fallait aller au rythme du joueur, il fallait essayer d'être un tout petit peu plus exigeant que lui, mais on pouvait pas aller plus vite que son rythme à lui. Et donc cette patience-là m'a permis d'avoir moins de frustration chez le joueur et chez moi. C'est surtout ça en fait, le plus important, c'est ça, d'avoir compris le plus important, c'était la relation. Et pas forcément le contenu. Le contenu est très important. Notre savoir-faire, le savoir-faire du coach, les compétences du coach sont importantes, mais sans la relation, on n'obtient rien. En fait, ça sert à rien d'avoir plein de savoir, mais de pas avoir la relation. Donc là, quand on voit des jeunes filles ou des jeunes joueurs se faire coacher par des gens qui connaissent rien au tennis, mais qui fonctionnent super bien parce qu'ils ont une relation agréable et de confiance et cette envie de partage avec peut-être parfois leurs parents, parfois un ami, on voit que en premier il faut construire la relation et ça c'est pour moi quelque chose que j'ai compris au fur et à mesure. Donc tu juges indispensable d'avoir une sorte de rôle de confident un peu, d'être aussi au fait de la situation sentimentale du joueur pour cerner un peu tous les paramètres autour de sa confiance sur le terrain, son équilibre, tout ça? Complètement, et de gagner la confiance de l'entourage, gagner la confiance de la famille, essayer de déceler les personnes importantes aussi et de s'appuyer sur eux pour passer des messages. Tout ce qui se passe en dehors du terrain est aussi important que ce qui se passe sur le terrain. D'aller au cinéma avec son joueur, d'aller dîner avec son joueur, d'aller au musée avec son joueur. Ce sont des moments qui sont mine de rien très très importants. Je l'ai découvert au fur et à mesure. Et prendre du plaisir à ça, prendre du plaisir à ce partage-là, parce que lorsque le coach se sent bien, le joueur se sent bien. Lorsque le joueur se sent bien, le coach se sent bien. Donc trouver cet équilibre. Qu'est-ce que tu penses toi de la préparation mentale avec un coach vraiment dédié à ça? Moi j'ai tout essayé. Ça fait 30 ans que j'essaie de comprendre comment je peux amener. Est-ce qu'il y a une méthode pour développer cette capacité à maîtriser ses émotions? Et j'ai toujours pas trouvé. Et pour le moment, ce que j'ai trouvé en fait, c'est que si je me forme moi,
Donc dans tout ce qui est l'apprentissage de la respiration, la visualisation, les mots-clés, optimiser les temps morts sur le cours. Pour le moment, j'ai compris que la meilleure personne pour aider le joueur à ça, c'est le coach. Donc je pense que le meilleur préparateur mental, c'est le coach pour moi aujourd'hui, puisque j'ai pas encore trouvé une personne qui était capable de bien connaître le jeu, bien connaître la psychologie du jeu, d'être au top dans la sophrologie. J'ai pas encore trop testé l'hypnose, mais je pense que c'est une voie pour contrôler ses peurs. C'est une voie à explorer. Je connais pas encore bien ça. Comment est-ce que tu pratiques la visualisation auprès de tes joueurs? À l'entraînement, de mettre en place en fait dans des moments où il y a de la frustration, dans les moments où il y a de la peur, de bien retenir en fait les moments lorsqu'on débriefe un match et surtout les grandes victoires, d'essayer de capter et de mémoriser les sensations qu'on a dans notre corps, les images qu'on a même du terrain, de soi, pour essayer de les garder en tête et de les utiliser lorsqu'on est en difficulté. Donc c'est tout simplement ça. Voilà, ou des moments peut-être quand on est en forêt, qu'on court, ou de regarder des moments où on est apaisé, d'essayer de se trouver des images qu'on peut garder en tête et qu'on utilisera quand on est en stress. En fait, une fois qu'on a compris le mécanisme, après, c'est de le mettre en pratique, chacun à sa manière. Donc, chaque joueur va fonctionner différemment. Des joueurs, ce sera plus sur un ressenti physique. D'autres, ce sera sur des images. C'est différent à chaque fois, mais le mécanisme reste le même. Est-ce que tu pratiques la méditation ou pas encore? T'en es où de ce point de vue-là? Moi, je le pratique sur moi, pareil, à ma manière. J'ai des moments pour lâcher prise, pour faire le vide, je sais faire et ça me fait du bien. C'est des moments que je prends à un moment dans la journée où je me pose et j'essaie de laisser passer les idées. Ça me dépend, Harold le fait et ça lui fait beaucoup de bien aussi. Lorsqu'il va faire son footing du matin, il se pose, il s'assoit, soit face à la mer, soit devant quelque chose qui l'apaise. Une nature qui va l'apaiser. Pareil, il laisse passer les idées. Il utilise la cohérence cardiaque aussi. Moi, je le fais aussi. Je sais pas si tu connais. C'est la respiration. Respirer à un certain rythme. Au bout d'un moment, le cœur bat au rythme de sa respiration. Ça aide à lâcher prise et à méditer. Et Harold pratique ça sous ton impulsion ou il le fait lui spontanément? Il le fait lui spontanément tout seul, mais sous mon impulsion parce qu'on entend. Mais c'est quelque chose qui lui fait du bien et que j'ai pas besoin de lui rappeler que c'est bien de le faire. Il y a une petite stat qui dit que il y a un siècle, la découverte qui a changé un peu le monde, c'était de l'hygiène dentaire, tu vois, de se brosser les dents. C'était un peu ça a été nouveau et t'étais rapidement considéré comme un marginal si tu le faisais plus. Non, il y a 2 siècles, pardon. Ensuite, il y a 100 ans, la nouvelle découverte du siècle, ça a été le sport, de pratiquer une activité physique pour l'équilibre, les bienfaits qu'on reconnaît au sport. Et pareil, rapidement, la personne qui ne fait pas de sport aujourd'hui au quotidien est considérée comme un marginal. Et il paraît que dans 100 ans, ce sera la méditation, c'est-à-dire que c'est en train de s'ancrer progressivement et que dans 100 ans, la personne qui ne méditera pas au quotidien sera vraiment considérée comme un marginal, comme quelqu'un qui a rien compris finalement, qui est un peu en dehors de... Donc, c'est intéressant de voir l'évolution de cette pratique, je trouve. Ça me parle complètement et je le reprendrai ça parce que c'est très marquant. Aujourd'hui, quelqu'un qui se brosse pas les dents, c'est inenvisageable. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, d'autant plus que tout est stressant. On a toutes les informations de tout le monde et surtout tout ce qui marche pas bien dans le monde entier. Donc, si on n'a pas des moments où on arrive à lâcher prise et à prendre soin de son mental, on va pas s'en sortir. Il y a pas longtemps, il y avait un article dans l'équipe qui sortait sur justement la performance d'Harold et votre collaboration suite au titre à l'Open d'Australie. Ce qui en sortait particulièrement, c'était la gestion du téléphone portable et des réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous donner ta vision des choses, ton approche et ta manière de les gérer? Ma vision, c'est que aujourd'hui, ça sert à rien de lutter contre. En fait, c'est quelque chose qu'il faut intégrer, que ce soit donc l'utilisation du téléphone portable et ce mode de communication et les réseaux sociaux, donc ce mode d'information. Et il faut vraiment comprendre comment ça fonctionne. Donc ça sert à rien. Il y a plein d'entraîneurs de ma génération qui se disent non, moi je me mets pas sur les réseaux sociaux, je suis contre, etc. Mais lorsqu'on veut être un bon entraîneur et un bon éducateur, je pense qu'on doit y être et on doit pas surveiller, mais voir ce que nos joueurs postent, comprendre pourquoi ils postent.
Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'arriver à mettre un cadre, c'est-à-dire que ça existe, on l'utilise, mais on en tire un bénéfice et on le subit pas. Exemple, certains repas, pas tous les repas, mais certains repas, surtout nous sommes plusieurs personnes, on se dit, allez là, on pose le téléphone, comme ça va nous laisser la possibilité de mettre un sujet et de débattre sur ce sujet. Alors que s'il y a le téléphone, il y en a forcément un qui va chercher un truc, et on n'est pas concentré sur la discussion. Donc, d'arriver à certains moments, quand on le décide, à poser le téléphone et ne plus être sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est un exemple. Après, il y a cette maîtrise aussi des réseaux sociaux. Ça peut être un super moyen de développer son image comme on a envie de la développer lorsqu'on est joueur de tennis professionnel ou lorsqu'on est un athlète avec de la notoriété, et donc de l'utiliser pour développer son image, mais ne pas subir, dans le sens où, par exemple, Harold, lui, il passe de quelqu'un d'anonyme à quelqu'un qui devient connu. Ça fait plaisir à son ego de voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui le suivent. Ça fait plaisir à son ego de voir qu'il a été sur Instagram, il a été certifié, et ça, il me dit, c'est le but dans ma vie d'être certifié sur Instagram. Donc moi, je comprenais pas ce que ça voulait dire, mais bon, pour lui, ça veut dire beaucoup. Et je lui dis maintenant, parce qu'il m'en fait part. En plein match, lorsqu'il y a un point important, lorsqu'il est sur le point de battre un grand joueur ou de faire un super truc, il me dit que lui vient à l'esprit le buzz qu'il va faire sur Internet, le nombre de personnes qui vont le suivre, les commentaires qu'il va avoir. Et ça, je lui dis, c'est impossible à gérer. Il y a un moment donné, et c'est ce que font tous les grands joueurs, il y a quelqu'un qui gère leurs réseaux sociaux. C'est eux qui approvisionnent sur ce qu'ils ont envie d'approvisionner à travers une photo qu'ils prennent eux-mêmes, mais ne pas regarder tous les commentaires. Ne pas regarder en permanence l'effet qu'a une défaite ou une victoire sur ses propres réseaux sociaux, d'avoir quelqu'un qui le gère et puis de débriefer chaque semaine ou tous les 15 jours avec la personne qui s'en occupe, comme le font Nadal, Federer ou Djokovic. Donc là-dessus, c'est vraiment de mon époque, les joueurs avaient un agent, on avait un attaché de presse, mais aujourd'hui, il faut avoir un attaché de presse qui s'occupe aussi de ses propres réseaux sociaux lorsqu'on devient une personne connue et surtout lorsqu'on a une époque où on a du mal à gérer les sites de paris, les matchs arrangés, toutes les insultes qui vont avec, ou voire des menaces. Si le Harold lit tout, c'est ce qu'il a tendance à faire, ça le perturbe trop, quoi. Il se laisse complètement envahir et polluer par toute cette vague parfois même de haine qui lui arrive et dont il n'a pas besoin. Tu as une approche assez moderne, du coup, de regarder ce qu'il poste pour quand même le comprendre, t'en inspirer. Et derrière, quel cadre tu fixes concrètement sur le circuit pour optimiser ses temps de concentration et son influx nerveux? D'avoir des moments, pose son téléphone. Alors, je peux pas moi lui prendre. Au Centre national d'entraînement, à 10h du soir, ils doivent rendre leur téléphone et leur tablette. Donc ça fait partie du cadre. En tournoi, je lui laisse son téléphone et après le cadre, en fait, on le construit ensemble. C'est lui qui essaie qui s'impose en fait qui s'impose les choses. Voilà, donc c'est des moments dans la journée de pas dépasser un certain nombre d'heures. À la fin de chaque journée, il y a le temps qu'il a passé dessus. Donc parfois il passe 8 heures, c'est gigantesque, hein, sur son téléphone. Donc de pas dépasser, surtout les jours de match, surtout les veilles de match aussi. Voilà, ce cadre-là et le cadre on le construit ensemble. Et c'est surtout lui qui essaie de se l'imposer. Après, même si il a 17 ans ou 18 ans maintenant et que lorsqu'il fait la fête, il a envie d'immortaliser. Il a envie de partager des photos ou des vidéos de moments sympas qu'il a avec ses copains et ses copines. C'est quelque chose qu'il peut pas se permettre de partager sur ses réseaux de champion de tennis parce que aujourd'hui il sait qu'il a la responsabilité d'être suivi par des jeunes, par des enfants et que il se doit d'être le meilleur modèle possible pour eux. Comment tu juges l'évolution de la concentration des jeunes aujourd'hui en rapport à tout ça? C'est de plus en plus compliqué pour eux à cause de tout ce qu'on vient de dire. Et il y a beaucoup de travail à faire. C'est beaucoup plus compliqué aussi pour eux parce que ils ont l'habitude de zapper. Lorsqu'ils lisent un article, par exemple, sur un sujet, ils vont regarder que le titre. Harold, il a du mal à lire 2 pages sans s'arrêter d'un livre, sans perdre sa concentration. Il est impossible pour lui de regarder un film au cinéma quand on va au cinéma sans regarder son téléphone et ses messages. Il a du mal à se concentrer et du coup, en fait, sur le terrain, il sort de sa concentration très souvent. Donc, il y a un gros travail à faire sur des choses toutes simples, hein, de rester concentré 20 minutes dans une conversation
comme on a nous deux, il arrive pas à rester plus que 20 minutes à rester dans la conversation. Donc c'est essayer de repousser sa limite dans sa capacité à se concentrer sur un sujet longtemps, parce que sur le terrain, il en a besoin de rester concentré sans avoir trop d'écart de concentration pendant 2, 3, 4, 5 heures. Tu m'en parlais tout à l'heure dans ton coaching, l'utilisation de mots-clés. Du coup, tu fais référence à ça pour être impactant, pour prendre son attention de manière un peu plus ciblée. Comment tu fais, toi, pour t'adapter à ça? L'idée des mots-clés, en fait, c'est un mot ou une phrase courte qui te remettent dans la bonne direction. Donc c'est ça, lui, il a les siens, nous on a les nôtres en match, parce que j'ai pas le droit de le coacher pendant les matchs. Donc j'ai quelques mots clés comme ça qui l'aident qu'on a construit ensemble, qui l'aident à se remettre ou à rester dans la bonne direction ou à se remettre dans la bonne direction. La bonne direction, c'est la concentration, c'est ici et maintenant. Il y a un truc tout bête, c'est que lorsqu'il perd sa concentration, souvent il oublie pourquoi il est là. Il oublie l'objectif principal, il oublie le moteur de tout ça, qui est de progresser, de devenir fort au tennis. Donc cet objectif tout simple et tout bête, il a parfois besoin que je le rappelle, et lui aussi a besoin de se le rappeler. T'aimerais que le tennis masculin évolue comme le tennis féminin, avec l'utilisation du coaching entre les changements de côté? J'aimerais, oui, mais je sais pas si c'est très, ça donnerait pas la possibilité à chaque joueur d'avoir les mêmes avantages. Federer l'a dit, si lui, avec tout l'argent qu'il a, il est capable de se payer les meilleurs coachs. Donc plus t'es fort, meilleur sera ton coach. Et moins t'es fort, moins t'as de moyens, et moins t'as la possibilité d'avoir des bons conseils. Donc par rapport à ça, en revanche, moi je suis favorable, et la raison c'est que il est impossible pour les arbitres d'appliquer le règlement, c'est-à-dire d'interdire le coaching lorsqu'on est sur un grand court, quel que soit le grand court, le grand central. Et on le voit, Tony Nadal, il parle quasiment tous les points à Rafa, tous les coachs. Et donc aujourd'hui, une règle qu'on peut pas appliquer, c'est une mauvaise règle. Donc il faut, pour moi, l'interdire. Donc la règle qui est en place aujourd'hui pour le circuit junior, c'est qu'en fait le coach il peut parler aux joueurs. En fait, il peut lui parler des tribunes comme il veut. Et il va pas sur le terrain. Quel est le potentiel d'Harold selon toi? Pour moi, il n'a pas de limite. Je ne lui vois aucune limite, mais sans forcément se mettre de la pression à se dire. Il va être 10e mondial, il va être premier mondial. Je pense qu'il peut gagner des grands chelems sur le grand circuit. Il peut aller très haut au classement ATP. Il a aucune limite. Ça va dépendre aussi des autres. S'il tombe sur une génération où tu as un nouveau Nadal qui arrive, ça va être compliqué de gagner Roland-Garros. Mais lui aussi peut très bien être ce joueur-là. Je pense qu'il a pas. Je ne lui vois aucune limite. T'aimerais reproduire une Gilles avec lui, c'est-à-dire un parcours aussi long et aussi linéaire, dans le sens aller crescendo jusqu'au top du top, quoi. Ouais, complètement. Je rêve de ça. Il y a une étape importante dans la carrière de Gilles, et je me rappelle très très bien, c'est lorsqu'il est rentré dans les 10 premiers mondiaux, donc il a dépassé, l'élève a dépassé le maître. Et c'est quelque chose qui nous a fait un petit coup d'accélération, parce que c'était ça. Harold, lui, il l'a un petit peu en tête, d'essayer d'arriver dans les 10 premiers et de me dépasser. Et en fait, l'ambition et le rêve, c'est d'aller le plus haut possible. Donc, moi, je m'interdis pas de coacher un joueur qui gagne Roland-Garros un jour. C'est mon rêve. C'est ton Graal? Ouais. C'est bon, ça. Quel est, selon toi, le meilleur coach du circuit, et pourquoi? Alors, pour moi, le meilleur coach du circuit, c'est Séverin, le coach de Roger Federer. Il a commencé avec Roger au tout début de sa carrière. Et il est encore avec lui parce qu'il a traversé des bourrasques et des tempêtes, parce qu'il a su gérer tout l'entourage. Et Dieu sait que ça doit être compliqué. Il a la confiance absolue de Federer qui, je pense, est quand même d'une exigence en lien avec son palmarès. Donc pour toutes ces raisons, c'est le plus grand coach. Paganini, son entraîneur physique, pour moi, est le plus grand préparateur physique, puisque lorsque je vois les qualités physiques et comment il a développé toutes les qualités physiques de Federer et de Wawrinka, je me dis que ce gars-là, il connaît bien son métier. Je veux pas oublier tous les autres, mais c'est vraiment, si je dois mettre quelqu'un au-dessus, c'est Séverin Luthi et Pierre Paganini. Et toi, ta principale force à toi, quand on fait appel au service de Thierry Tulane, on a la garantie selon toi, d'avoir c'est quoi ta patte à toi, vraiment ta patte de coaching, et ce qui fait ta différence par rapport à tous les autres? Alors, ce qu'on fait appel à Thierry Tulane, c'est la garantie de gagner des matchs. Non. Allez, là.
Non, on fait appel à un coach et je ne veux pas avoir cette prétention-là, mais moi, ce qui m'a toujours, l'objectif que je me suis fixé, et ce que je me suis toujours imposé, c'est de faire progresser les joueurs et que mes joueurs gagnent des matchs, et ça a quasiment tout le temps été le cas. Pour ça, ce que j'ai dit tout à l'heure dans notre entretien, c'est de créer une relation, et j'ai souvent réussi à créer cette relation qui est indispensable à la performance. Ça, c'est un premier point. Ma connaissance du circuit, le joueur voit très rapidement que lorsqu'on commence à voyager ensemble et qu'on fonctionne ensemble, je connais tout et tout le monde du circuit, en fait, que ce soit les petits détails du quotidien jusqu'à connaître les bonnes personnes pour partager des entraînements avec des bons joueurs, les agents, enfin tout ce qui est cette espèce de microcosme du circuit, je le maîtrise parfaitement puisque j'ai jamais quitté le circuit. Puis après, petit à petit, des connaissances dans tous les domaines du mental, de la préparation physique, de la technique. Voilà, j'essaie d'amener, même si je suis pas pointu dans un domaine, je vais toujours trouver la meilleure personne pour amener, par exemple, des conseils en nutrition, des conseils en méditation, des conseils en physiologie ou en biomécanique, par exemple, quand il y a un coût à optimiser. La vidéo, des statistiques, tout ça, c'est quelque chose que je maîtrise bien. Et puis bon, lorsqu'on fait appel à mes services, on fait appel au service de toute la fédération française de tennis. Et nous, on a des moyens gigantesques dans tous les domaines que je viens de citer. On a tous des spécialistes qui sont avec nous dans notre équipe qui peuvent aider au projet du joueur. C'est global et général. Et quand tu parles de bonifier, d'améliorer les services le plus possible en termes de méditation, de préparation physique, de nutrition, c'est-à-dire que c'est toi qui vas aller chercher l'info et la rapporter au joueur, ou tu vas mettre le joueur en contact avec un expert, ou tu vas éviter justement qu'il y ait trop de distractions et trop d'intervenants. Comment tu vas procéder ? On fait le travail ensemble. C'est-à-dire que moi, je participe toujours parce que j'ai soif d'apprendre. Lorsque je demande l'intervention d'un spécialiste, j'ai besoin de savoir en fait ce que le joueur prend comme information. Et c'est moi qui vais aider le joueur à l'appliquer au quotidien parce que souvent le spécialiste, quasiment tout le temps le spécialiste ne voyage pas avec nous. Et moi, je serai le meilleur relais pour le travail en question au quotidien. Donc, c'est un travail à trois. Lorsqu'il y a un spécialiste par exemple, lorsqu'on travaille sur les statistiques des matchs, moi je suis là, il y a le joueur et il y a le spécialiste qui nous donne des idées. Moi, je sais avec Harold, par exemple, là, en ce moment, je sais ce qu'on recherche quand on analyse les matchs. Donc, ça va être un travail à trois. Alors, le seul domaine dans lequel j'interviens un peu, c'est lorsqu'il y a un travail avec un psychiatre ou un psychologue. Ça peut arriver pour un problème spécifique. Là, il y a le secret médical, donc j'assiste pas aux entretiens dans ces cas-là, mais c'est le seul domaine dans lequel j'interviens pas. Sinon, tout le reste, c'est un petit peu moins le chef d'orchestre. Je mets en lien le joueur et le spécialiste. Mais j'ai besoin d'avoir toutes les informations. Est-ce qu'il y a un discours de coach qui t'a marqué particulièrement dans ta carrière et dont tu t'inspires ? Ouais, vraiment le discours d'Aimé Jacquet lors de la Coupe du Monde 98. On a eu la chance d'avoir ce documentaire Les yeux dans les bleus, et je vois sa capacité à parler différemment à chaque personnalité de son équipe. Parce que pour moi, déjà ça m'a fait bien rêver. Et puis de voir comment il parlait à Zidane, comment il parlait à Laurent Blanc, comment il parlait à Pires, d'une manière un petit peu différente, mais avec autant de conviction. Ça m'a marqué. Tu te l'as approprié du coup et tu t'en sers dans ton métier ? Je le fais à ma manière, mais je m'en sers, oui, dans mon métier. Et ce qui est très important, en fait, c'est le bon mot au bon moment. C'est toujours ça. Parfois, lorsque mes enfants ou ma femme voyagent avec moi, parfois ils ont l'impression que je fais rien de la journée. Et il y a un moment dans la journée, il faut que je sois bon. Parfois, ça dure 1 minute avant le match, pendant le match ou même juste après. Et là, il faut que je sois très très performant à ce moment-là. Mon métier, c'est un petit peu ça, le bon mot au bon moment. Tout à l'heure, tu citais Nadal en disant que tu reprenais souvent ses mots, son état d'esprit, sa vision d'une carrière. Est-ce que tu as d'autres joueurs et que tu prends en exemple dans l'attitude, dans le professionnalisme pour parler au tien ? Et si oui, lesquels ? Newton Hewitt, son attitude est exemplaire. Aujourd'hui, tu as Tim, Roger Federer. Surtout Roger Federer, en fait, je le prends comme modèle par rapport à sa progression. Comment il était lorsqu'il était jeune, quand il avait 17-18 ans,
Et ce qu'il est devenu, c'est vraiment exemplaire. Il a compris un truc et il a réussi à se l'approprier. Les vertus de l'attitude positive, du calme, de la maîtrise de ses émotions, c'est un choix qu'il a fait à un certain moment et après c'est devenu presque facile pour lui. Lorsqu'il avait choisi, il se l'était imposé pendant un moment, puis après c'est devenu sa personnalité. J'ai pas envie de, moi j'ai pas 50 modèles par rapport à l'attitude et aux qualités mentales. Je pense que Nadal et Federer sont les meilleurs modèles. Et Tim, tu le cites à quel titre d'exemple? En fait, lui, il est en train d'apprendre. Pour moi, c'est sa capacité de travail. On le voit sur les tournois, il s'entraîne toute la journée. Sa détermination en match, bien sûr, mais aussi à l'entraînement. Il essaie de rester positif. Et puis sa combativité, moi, quand il joue Nadal ou Djokovic, à chaque fois c'est très très dur, mais cette combativité est exemplaire. Quel est ton regard aujourd'hui sur le Big Four? Alors le Big Four est en train de laisser sa place, mais très progressivement, et ça va prendre encore un peu de temps parce que on sent Djokovic presque aussi bon qu'à sa meilleure époque. On voit bien que Federer réduit sa programmation et petit à petit, il va arrêter de jouer. Et Nadal, on sait pas trop parce que Nadal, à chaque fois, on croit qu'il est sur la fin et finalement, il est toujours aussi fort. Et on va le voir à Roland-Garros encore cette année, j'en suis sûr. Mais bon, personne n'est éternel et eux non plus. Donc on sent que ils sont plus sur la fin. Et cette nouvelle génération, je pense que ne va pas dominer le tennis dans ces 10 prochaines années autant que le Big Four l'a dominé dans les 10 dernières années, 15 dernières années. Quel est le joueur que tu ne pourrais pas entraîner aujourd'hui et pourquoi? Ça aurait dû le chantier parce que tu disais que tu ne devrais pas entraîner un joueur étranger déjà. Est-ce que tu as un nom qui te vient? Non, mais j'ai pas du tout envie de dire, surtout si c'est un joueur qui est encore en activité. Les joueurs français, je les admire tous et ce sont tous mes amis. Donc j'ai pas du tout envie de dire avec qui, même si je sais avec qui j'aimerais pas travailler. J'ai pas envie de les citer, mais en tous les cas, il y a un joueur avec lequel j'ai vraiment très envie de travailler, c'est Harold Maillot. Yes, c'est bon ça. Dernière question avant de basculer sur les 5 dernières communes à toutes les interviews. On est dans une période un peu particulière là, avec le coronavirus. Comment est-ce que tu vis la chose au niveau de ton métier et du circuit plus globalement? Parce que peut-être que dans 10 ans, on aura tous oublié cette période de nos vies, mais ça sera intéressant de se retourner dans 10 ans là-dessus. Toi, comment tu l'expérimentes? C'est une période qu'on découvre. Moi, c'est quelque chose que j'ai jamais, une situation que je connais absolument pas, donc je la découvre en même temps que tout le monde. Et du coup, en fait, ça me fait découvrir un côté de moi que je connais pas non plus. D'être dans ces situations, on ne sait pas s'il faut s'inquiéter, pas s'inquiéter. En tous les cas, quelque chose que j'impose et que je m'impose, c'est le civisme, de respecter toutes les préconisations qu'on nous propose ou qu'on nous impose. Donc aujourd'hui, je suis entraîneur national à la fédération, donc c'est une responsabilité avec le joueur Harold Maillot que j'entraîne. Donc par rapport à ça, en fait, c'est de rester le plus calme possible, de regarder l'aspect positif. L'aspect positif, c'est que c'est la même chose pour tout le monde. Tous les joueurs sont à la même enseigne dans le monde entier. On a peut-être plus de chance que les autres, c'est qu'on est en France et qu'on a les informations, les meilleurs conseils. Et donc c'est de rester calme, de rester chez soi. Harold, il va rester chez lui, avec sa famille, essayer de respecter les gestes barrières, tout ce qu'on nous dit. Donc ça, c'est un premier point. Moi, je suis président d'un club de tennis aussi depuis 2 ans, Tennis Club d'Aix-les-Bains. Donc pareil, j'essaie de respecter les consignes. On ferme le club, on ferme les cours. On demande aux gens de rester chez eux et de rester calme. Et puis en tant que père de famille également, donc de prendre soin de mes enfants, d'être sûr que eux aussi, même s'ils sont jeunes, qui sont un peu fougueux, qui respectent les consignes, qui restent confinés. Et puis de prendre le bon côté des choses, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ralentit tout, on se pose, on a du temps pour lire, on a du temps pour être avec les gens qu'on aime aussi, et de profiter de ces moments-là pour prendre son temps, tout simplement. C'est à peu près ce que tu disais de ta vision de voir le verre à moitié plein. Et en termes d'entraînement pur, qu'est-ce que tu recommandes à Harold pour ne pas perdre le rythme et rester fit, rester au taquet, quoi? L'hygiène de vie, de bien dormir, de bien manger équilibré, bien sûr de ne pas faire d'excès, notamment d'alcool, parce que lorsque dans ces moments-là, lorsqu'il joue pas au tennis ou qu'il joue presque plus au tennis,
parce tous les clubs sont fermés. En général, il aime bien sortir avec ses copains, faire des excès. Donc là, ça va être une période qui risque d'être assez longue. Donc de rester avec une bonne hygiène de vie, de s'entretenir au maximum. Et donc il va y avoir peut-être un confinement là. Je sais pas comment ça va évoluer, mais je pense que dans les prochains jours, on aura peut-être même plus le droit de sortir de chez soi, donc de faire tout ce qu'on peut faire à la maison, du gainage. C'est juste ça. Et peut-être si on a le droit de sortir un petit peu, de faire des footings, de s'entretenir physiquement et surtout de rester calme. Et je lui dis que c'est dans des situations comme ça un petit peu extrêmes qu'on voit la force en fait des gens et de la vraie personnalité. Donc ceux qui resteront calmes et qui garderont un état d'esprit positif, ils s'en sortiront mieux que les autres. Dernière chose qui me revient avant les 5 dernières questions où on sort un petit peu du cadre au tennis. Lacoste, c'est ton tout premier contrat historique ou tu as été avec une autre marque? J'ai toujours été chez Lacoste et je suis toujours chez Lacoste. Moi, j'adore cette espèce de valeur de fidélité aux gens qui nous ont fait confiance et Lacoste en fait partie. J'ai toujours eu les mêmes marques en fait. Qu'est-ce que tu as ressenti la première fois quand tu as signé ton contrat où tu t'es dit putain, une marque fabrique des fringues pour moi, je suis ambassadeur, c'est génial, c'est incroyable. Au tout début, c'était incroyable de recevoir ma première dotation parce qu'au départ, c'est pas de l'argent qu'on reçoit, c'est des vêtements. Et je me rappelle, j'étais à l'INSEP et je suis arrivé, quelqu'un m'a amené mes premières tenues Lacoste que j'ai eues gratuitement. J'étais énormément ému, très fier aussi, même vis-à-vis de mes parents qui avaient plus besoin de m'acheter mes vêtements. Ça, c'était vraiment une énorme fierté. Puis après, les premiers contrats, je m'en rendais pas compte parce que comme j'ai dit avant dans cet entretien, l'argent pour moi c'était secondaire. Donc j'ai pas trop de souvenirs des montants, des contrats, etc. Mais d'avoir une grande marque française qui me fait confiance et dont j'ai eu la chance d'être l'ambassadeur, même encore un tout petit peu aujourd'hui, je suis très fier. C'est un sentiment de fierté. Alors Lacoste a beaucoup évolué. C'était une entreprise très familiale avec René Lacoste que j'ai bien connu, et puis ses enfants qui ont repris la société. Puis aujourd'hui, c'est une société suisse qui a racheté. Mais j'ai le sentiment de faire partie de cette aventure du crocodile. C'est génial. Quelle est ta tenue de légende sous Lacoste? Est-ce que tu en as une que tu as gardée en particulier qui te rappelle quelque chose de fort? Non, j'en ai gardé aucune. Je vois sur les photos. Mais bon, c'est le fameux polo blanc avec le tissu à mailles qui est un peu légendaire, qui reste marqué même encore aujourd'hui. Ça, c'est un petit peu ça. C'est ce polo Lacoste avec lequel j'ai joué toute ma carrière. C'est bon ça. Alors pour terminer, comment est-ce que tu essayes d'être une meilleure personne aujourd'hui dans ta vie en règle générale? Les sourires, l'amour que je peux donner à travers des gestes tout simples, même à des gens qui n'ont rien à voir avec mon métier, de donner de l'amour au maximum et de partager cet amour avec tout le monde. Est-ce qu'il y a un livre qui a changé ta vie? Il y a 2 livres qui m'ont pas changé ma vie, mais qui m'ont ouvert l'esprit. Le monde de Sophie, c'est de Gardner. C'est une introduction à la philosophie pour un sportif, le joueur de tennis que j'étais, qui était un peu inculte. Ça m'a ouvert l'esprit sur tous les courants philosophiques. Après, j'ai essayé d'apprendre davantage dans ces domaines-là. Et puis, c'est le livre tibétain de la vie et de la mort. C'est un livre qui est pas facile à lire, que j'ai lu pareil quand j'ai arrêté ma carrière vers l'âge de 30 ans. Et ça m'a donné envie de découvrir le bouddhisme. Il y a pas mal d'idées qui viennent de la philosophie bouddhiste qui m'ont interpellé, qui m'aident à être un peu plus heureux au quotidien. C'est des livres que tu offres à tes joueurs ou aux personnes que t'aimes, ou ça reste assez personnel et finalement tu le gardes pour toi? C'est des livres que j'ai partagés avec mon entourage, mais ça doit être, surtout le livre tibétain de la vie et de la mort, c'est un livre qui est pas si facile à lire. Il faut vraiment avoir la volonté de le lire. On voit très rapidement si on a envie de s'accrocher ou pas. Quand on me pose la question, comme je lis beaucoup, je le dis quand on me pose la question. En ce moment, tu dis quoi? Des livres de développement personnel, par exemple. Je suis en train de lire celui-là. On n'est jamais... Yes. Monsieur Salman, très bien. Les bons réflexes à prendre. Christophe André, c'est un pédopsychiatre, un psychiatre je suis allé voir ses conférences. Et voilà, ça m'intéresse.
Est-ce qu'il y a une citation qui t'anime particulièrement? Ce qui ne tue pas rend plus fort, c'est quelque chose qui m'anime, parce que quand on a des épreuves dans la vie, ce sont des épreuves qui nous font grandir et qui nous rendent une meilleure personne si on a envie de les prendre dans le bon côté. Et Nelson Mandela qui avait dit soit je gagne, soit j'apprends. Oui, pas d'échec en gros, il y a que de l'apprentissage. Donc en fait, dans chaque expérience, qu'elle soit douloureuse ou positive, on apprend et on s'en sert. Est-ce qu'il y a une période de ta vie où tu as particulièrement douté et si oui, de quoi? Non, j'ai toujours eu la période la plus dure, ça a été lorsqu'on m'a annoncé que j'arrêtais mon métier de joueur de tennis professionnel. Je me suis demandé là à ce moment-là si j'allais retrouver une passion et si ma vie allait être aussi belle qu'avant qu'on m'apprenne que j'allais arrêter de jouer. Mais elle a été assez courte cette période, parce que comme je t'ai dit, j'ai enchaîné ma carrière d'entraîneur avec ma carrière de joueur. Il n'y a pas eu trop longtemps ce flottement. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui au Thierry qui a commencé à jouer au mur avec Aix-les-Bains et qui savait pas tout ce qui l'attendait? Quels seraient tes mots pour le conforter et lui dire qu'il est sur la bonne voie? Wow. Ce qui me vient à l'esprit quand tu me poses cette question, c'est qu'au contraire, qu'est-ce que le Thierry qui jouait au mur aurait à me dire à moi aujourd'hui? C'est énorme. Non, mais je pense qu'il faut garder en soi ce qui nous a animés quand on était petit. Je pense que c'est ça qui, aujourd'hui, avec toutes les responsabilités, toute la violence du monde des adultes, on a tendance à perdre en fait j'ai l'impression quand on a 6, 7, 8 ans, on est dans le vrai, et petit à petit, on perd cette espèce d'esprit positif, ce rêve qu'on avait depuis le début, et ça, il faut le garder. Cette question-là, elle m'envoie à ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Thierry? Qu'est-ce qu'on peut t'adresser vraiment de plus positif au final? Et là, tu m'as sorti des larmes. Non, ce que tu peux me souhaiter, si tu me veux du bien, c'est de continuer à avoir la santé pour continuer à être aussi heureux que je le suis actuellement. Si je suis heureux, c'est que dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle, ça se passe super bien. Voilà. Et puis bon, ce qui me rend heureux, c'est de voir les autres heureux. C'est surtout ça. J'espère que cette crise va pas affecter beaucoup de gens. J'ai l'impression que ça va être compliqué pour beaucoup de gens, parce que bien sûr pour la santé, mais aussi pour l'économie. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vont souffrir, tous les commerçants, les gens qui sont travailleurs indépendants, mais dans le monde entier. Donc ça va impacter. Après, dans mon envie d'être positif, j'ai l'impression qu'en fait le fait que tout le monde ralentisse, ça va peut-être faire comprendre aux gens que la surconsommation, cette envie que l'économie progresse tout le temps, j'ai l'impression qu'on va dans le mur. Donc ralentir, c'est pas mal. Ça va être une prise de conscience assez dingue, en effet. Où est-ce qu'on peut te suivre, te contacter et suivre ton actu? Mon Facebook, et voilà, mon Facebook en fait. Dernière question, comment est-ce que tu connais Tennis Légende et qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui t'a poussé à accepter cette interview? À travers Facebook, justement. Lorsqu'on aime le tennis, il y a tout. Que ce soit l'histoire du jeu et le tennis d'aujourd'hui, les à côté. Vous êtes toujours là à voir les dernières informations, à faire ressortir des moments incroyables de l'histoire du jeu aussi. Et vous êtes les seuls, en fait. Et, je vois pas d'autres. On vous appelle comment? Un groupe? Un média. Un média, voilà. Vous êtes un média assez complet et vous n'êtes pas là à faire des polémiques pour les polémiques. Et voilà, j'aime beaucoup ce que vous faites. Et une des personnes avec lesquelles je dirige mon club, Émeric Barcella, m'a dit qu'il avait un copain qui fait un truc fabuleux sur Tennis Légende. J'ai dit oui, Tennis Légende, je connais super bien. Donc voilà, ça m'a donné. J'étais super fier qu'on fasse appel à moi pour faire une interview, en fait. Un grand merci à Émeric de nous avoir mis en contact, et puis surtout un grand merci à toi d'avoir pris le temps d'avoir joué le jeu. On arrive à pas loin de 2 heures d'interview. Alors, je te rassure, en fait, l'idée c'est de faire un podcast, et le podcast, tu sais, c'est de l'audio. C'est quelque chose qu'on consomme de plus en plus à un média qui a vraiment le vent en poupe, parce que, comme tu le disais, on a de moins en moins de temps, et le podcast, c'est un peu un contre-pied où tu vas le consommer quand tu es au volant dans les bouchons, quand tu es en train de découper des carottes pour te faire à manger, quand tu es en train de passer l'aspirateur, et qu'au final, tu peux optimiser ce temps en ayant dans les oreilles quelque chose, un parcours, un discours inspirant. Et ces 2 heures d'interview ne me font pas peur. Je suis certain qu'ils raviront certains passionnés, d'une part. Et d'autre part, merci de t'être livré autant sur ta carrière de joueur où j'en ai appris un paquet,
Et merci d'avoir été hyper généreux sur les détails. Et sur la partie entraîneur, c'est du pain béni parce que tu es avec un joueur qui monte et dans lequel tu crois tellement que voilà, c'est beau à voir. Et dans ton approche plus globalement, je trouve ça génial, ta vision un peu moderne des choses, tout en t'inspirant de développement personnel, de méditation, de visualisation, de technologie. Voilà, tu laisses rien au hasard. Et c'était vraiment hyper enrichissant de parler avec toi pour l'amoureux du tennis qui te connaît depuis hyper longtemps et qui à la fois, tu vois, en cherchant sur Internet, je trouvais pas énormément d'interviews, donc je suis super heureux de pouvoir proposer cet échange de manière ouverte aux gens qui s'y intéresseront, quoi. Voilà, un grand merci. Avec plaisir. C'est assez rare de faire des interviews avec des gens qui connaissent aussi bien les détails. Tu m'as posé des questions sur moi qui m'ont refait réfléchir à moi quand je jouais, et puis des questions aussi pertinentes. Ouais, c'est pas tout le temps. Merci à toi, merci à vous, et continuez à développer Tennis Légende. Là, c'est super. Trop cool. À très bientôt, Thierry. Prends soin de toi. Bientôt. Salut Maxime. Ciao. Toi aussi, prends soin de toi. Ciao. Voilà, c'est fini, comme dirait Jean-Louis Aubert. Merci d'être encore avec nous, et surtout, si vous voulez nous aider, ne partez pas sans avoir mis 5 étoiles sur Apple Podcast et un commentaire sympa sur cette même plateforme ou sur YouTube. Ça nous permet de faire connaître la chaîne. Chaque détail compte vraiment. Donc j'insiste, faites-le, et vous êtes évidemment éternellement des légendes dans notre cœur. D'ailleurs, un grand merci à Afrobeat Femi pour ton dernier commentaire adorable, je te cite. Fidèle auteur depuis le premier épisode, toujours au top, jamais déçu. Les coulisses, des anecdotes, parfait pour les fans de tennis. Max, ta curiosité et ton empathie font de tes interviews des moments uniques. Bravo. Merci. Voilà. Sachez que c'est un immense kiff de vous lire, donc surtout, n'hésitez pas et lâchez-vous. Encore un énorme merci à Aymeric Barcella qui m'a mis en contact avec Thierry. Et vous le savez peut-être, mais j'ai tourné énormément d'épisodes pendant le tout premier confinement, car pour la première fois de l'histoire, les joueurs, les joueuses et coachs, et globalement tous les humains sur cette planète ont eu du temps et ont pu répondre à mes questions sans regarder leur montre. Mieux, j'ai même senti une certaine bouffée d'oxygène chez certains, de parler avec une nouvelle tête, qui était la mienne, et de voyager au fil d'un échange sur Skype ou sur Zoom. Thierry était ma deuxième interview seulement, il me replongeait dedans pour le montage et hyper émouvant, parce que sa sincérité, sa générosité, son émotion me parlent. Ses larmes à la fin montrent bien à quel point notre champion et entraîneur aujourd'hui a le cœur sur la main. Voilà, donc merci de t'être prêté au jeu, Tutu, et le meilleur dans la suite de votre collaboration avec Harold. Un grand merci à Cédric aussi, qui nous soutient depuis cette semaine sur la plateforme Tipeee. Sachez que vous pouvez le faire à hauteur de 2 €, soit un café par mois ou plus, si le cœur vous en dit. Cédric nous écrit au passage « J'écoute tes podcasts à chaque sortie running ou dans la voiture. Quoi de plus logique que de vous soutenir pour votre travail. Bise les légendes. » Eh bien, merci et bise à toi, mon Ced. N'hésitez surtout pas à envoyer votre ou vos épisodes préférés à vos potes et abonnez-les directement sur leur téléphone. Le bouche à oreille est quelque chose qui marche très très bien pour développer les podcasts. Encore une fois, c'est un moyen de nous aider et de nous soutenir. Enfin, pense à récupérer tes ressources offertes dès maintenant pour mieux comprendre ton style de jeu et avoir des schémas plus clairs sur un cours de tennis grâce aux 4 clés d'optimisation enregistrées avec notre expert de la stat, Fabs Barreau. C'est le premier lien en description. Et si tu veux arrêter de mouiller en match, ou dès qu'il y a de l'enjeu, j'ai regroupé 14 enseignements du prépa mental Jean-Philippe Vaillant, qui est passé au micro. Jean-Philippe a coaché 12 top 100 et c'est le deuxième lien en description. Tu peux aussi nous souffler des idées grâce à un questionnaire en lien, lui aussi dans la description. Il nous permet de mieux comprendre ce qui te plaît pour continuer à te régaler. Enfin, si vous avez des projets à nous proposer, vous pouvez m'écrire sur LinkedIn à Max Zamora, Z-A-M-O-R-A. Merci à tous ceux qui ont déjà pris le temps de le faire. Surtout, n'hésitez pas, pareil. C'est toujours très très cool d'échanger avec vous un peu en off. Ça fait toujours très plaisir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous les légendes. Merci pour vos bonnes ondes et à très vite. Ciao.